Voilà. Donc, on a fait le tour un petit peu de ce que j'ai fait pendant de 2000 à 2010. On arrête sur les couverts annuels, donc à partir de... J'ai fait quand même des essais pendant 5 ans sur les couvertures vives, que ce soit de luzerne ou même de trèfle. En 2011, j'ai décidé de passer tout le domaine en couverture vive. Voilà. Donc, couverture vive, dans l'argilo-calcaire, on n'a pas un choix fou dans les plantes qu'on peut utiliser comme couverture vive. Ce qu'il faut prendre, c'est de la luzerne. Pourquoi ? C'est que la luzerne a un système racinaire extrêmement puissant, qui descend très profondément et qui va, de ce fait, ne pas vous faire de concurrence au niveau de l'alimentation en eau. Voilà. Alors, après la luzerne, vous avez une autre plante qui pourrait être utilisée dans l'argilo-calcaire, mais si vous avez quand même un sol assez épais, parce que l'argilo-calcaire, c'est très hétérogène. Moi, j'ai des sols ici qui font 20 cm d'épaisseur, et d'autres à 500 mètres qui font 1 mètre. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions quand même. Voilà. Donc, il y a une plante qui a un système racinaire qui est moins puissant que la luzerne, mais qui est quand même beaucoup plus puissant, par exemple, que le trèfle, c'est le lotier corniculé qui pourrait être utilisé dans ces sols-là. Voilà. Moi, je ne m'amuserais pas à utiliser du lotier corniculé dans de l'argilo-calcaire très peu épais. Parce que s'il y a un déficit hydrique, vous aurez peut-être des problèmes quand même au niveau de la compétition pour l'eau entre la culture et le truc. Voilà. Ensuite, dans les sols, vous verrez, j'ai une partie qui correspond à des défriches de bois qui sont des sols sableux plus acides. Là, sur les sols acides, la luzerne ne pousse pas. En pH inférieur à 6, la luzerne n'est pas, c'est pas son écologie du tout. Donc, il faut remplacer la luzerne par d'autres plantes. Alors là, vous avez le choix, pour moi, dans la région, entre 2 plantes, soit un trèfle blanc qui, lui, se satisfait de l'acidité des sols, etc. et tout, qui couvre très bien le sol, qui amène beaucoup d'azote et tout. Le problème, c'est qu'il faut absolument avoir une réserve en eau importante en dessous. Voilà. Si vous n'avez pas ça, faites pas du trèfle. Parce que le système racinaire du trèfle, c'est la même chose que le blé. Il ne descend pas plus profond que le blé. Donc, l'année ou année sèche, ils vont manger au même endroit. Alors, celui qui va gagner, vous inquiétez pas, c'est la plante pérenne, c'est pas la plante annuelle. Donc là, vous risquez d'apprendre une sacrée gamelle une année comme ça. Donc, surtout pas. Si vous avez une réserve en eau, moi je travaille avec des agro-éleveurs dans la région, là, qui sont sur des sols hydromorphes et tout, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du trèfle. Vous pouvez faire du trèfle. Ensuite, si vous avez une réserve en eau qui n'est pas très forte, dans les sols acides, utilisez le lotier corniculé. Voilà. Le lotier corniculé supporte les sols acides et a un système racinaire quand même plus profond que le trèfle. Donc il peut passer dans des zones qui sont un petit peu intermédiaires. Voilà. Ensuite, l'avantage du lotier corniculé, comme tous les lotiers, c'est qu'il supporte l'hydromorphie. Donc même si l'eau stagne, le lotier ne va pas mourir. Bon, le trèfle supporte, mais moins que le lotier. Les plantes qui supportent le mieux, dans celles qu'on connaît chez nous, c'est les lotiers. Ensuite, il y a le lotier corniculé, et vous avez le lotier des marais qui, lui, supporte l'inondation. On l'utilisait beaucoup dans les tropiques. C'est du Lotus uliginojus, Macu pour le cultivar, et on l'utilisait beaucoup dans les zones humides, permanentes, des trucs comme ça, etc. On en trouve ici, d'ailleurs, des lotiers des marais. Il y a une région qui s'appelle la Brenne, où il y a des étangs. On en trouve autour des étangs, le lotier des marais. Donc c'est son écologie, voilà. Alors, pour des éleveurs dans les sols hydromorphes, ce que je leur fais souvent faire, je leur fais faire un mélange de luzerne, quand le sol n'est pas acide, parce que souvent ils ont remonté le pH, de luzerne avec du lotier corniculé, et dans les mouillères, ce qu'on appelle les mouillères, je leur fais mettre du lotier des marais. L'idée, c'est de couvrir tout le sol, qu'il y ait une plante présente l'été. Voilà. Parce que c'est ça qui va vous drainer votre sol, c'est les racines qui vont s'enfoncer l'été, qui va vous drainer votre sol. Si vous laissez les mouillères sans rien, vous aurez des mouillères toute votre vie. Voilà. Alors, dans les zones plus ou moins hydromorphes, là où il n'y a pas trop d'hydromorphie, la luzerne vit avec le lotier, mais domine souvent le lotier. Et par contre, dès que ça devient un peu hydromorphe, c'est le lotier corniculé qui prend la place. Et dans les mouillères, il n'y a que le lotier des marais qui passe. Voilà. Mais vous avez couvert l'ensemble du truc. Et le fait que ce soit couvert l'été, vous allez drainer vos sols.
Et dès que le sol est drainé, le rendement augmente, voilà. Donc là, ça marche tout seul. Moi, j'ai des très bons résultats chez des agro-éleveurs dans les sols hydromorphes, dans la région et ailleurs. Ça marche très 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 bien. Voilà. Donc couverture vive, moi, la grosse majorité, c'est de la luzerne, hein, tout ce qui est argilo-calcaire. Par contre, dans les sols acides, j'ai fait plusieurs années de suite du trèfle. Mais j'ai une réserve en eau en dessous, parce que c'est des sols sableux en surface, mais il y a de l'argile sableuse en dessous, avec une réserve en eau qui est quand même relativement importante. Je vais peut-être passer au lotier d'ailleurs maintenant, pour sécuriser encore plus, vu l'évolution du climat qui devient difficile de plus en plus. Voilà. Donc au niveau des couvertures vives, qu'est-ce qu'on va gagner par rapport aux couverts annuels? Grand 1, vous êtes sûr de réussir tous les ans, parce qu'elles sont là. Donc quelle que soit l'année, que ce soit sec, etc., vous avez tous les étés une luzerne qui fait 1 mètre de haut en pleine floraison. C'est 80 unités d'azote. Voilà. Donc là, vous êtes sûr d'avoir un couvert réussi tout le temps. Voilà. Bon, deuxième chose, le fait qu'elle soit là toute l'année a des avantages quand même supérieurs à une plante qui est là pendant 2 mois. Ça paraît tellement évident. Il y a un des avantages qui est très important pour ce que je fais moi, c'est qu'on l'a montré sous les tropiques, ça, une couverture pérenne, donc vive, enlève tous les effets de la monoculture. Donc moi, quand je fais, par exemple, derrière un colza luzerne, je fais du blé, mais je vais faire du blé pendant 3-4 ans. Voilà. Je sais que je n'aurai pas de perte de rendement liée à la monoculture de blé. Vous aurez peut-être d'autres problèmes qu'il faudra résoudre, etc. Mais ça sera pas plus malade, ça sera pas... on l'a vu quoi? Nous, on l'a bien vu sous les tropiques, parce qu'on travaillait beaucoup sur le riz, la riziculture, et le riz est l'une des plantes les plus sensibles à la monoculture. Or, on a maintenu sur des couvertures vives du riz à des rendements pratiquement, alors ça dépend du climat, mais sans perte de rendement pendant 10-15 ans. Donc la couverture vive masque totalement les effets de la monoculture, ce qui vous pouvez faire du blé pendant 10 ans si vous y arrivez. Voilà. Par contre, la couverture annuelle peut masquer un peu, mais pas complètement. Vous aurez quand même, si vous faites blé sur blé avec des couvertures annuelles, ça va quand même diminuer. Donc bon, quand on sait ça, ça vous donne quand même des possibilités, en particulier sur du blé en succession, des céréales en succession, sans risque. Sans risque. Bon, autre chose, le fait d'avoir une légumineuse toute l'année présente, vous allez jouer beaucoup aussi sur la mycorhisation, sur beaucoup de choses, sur la mobilisation des bases et des oligo-éléments, ce qu'on disait tout à l'heure, des légumineuses, etc. Ce qui fait que c'est vrai que quand vous avez un blé derrière une luzerne, c'est quand même en général beaucoup plus beau que derrière un couvert annuel, sauf si le couvert annuel est extraordinaire avant. Mais quand même, il y a un plus à faire une couverture vive. Et on va gagner, on gagne un petit peu sur l'azote, et puis dans ces systèmes-là, on pourrait se passer pratiquement de tout le reste. C'est peut-être d'ailleurs une réflexion qu'il faudra avoir. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas du tout le rendement, mais vous dites je mets 60 unités d'azote, avec 60 unités d'azote, derrière une luzerne, j'arrive à faire 65 quintaux. 65 quintaux, c'est la moyenne de Champagne-Berrichonne en blé, sur 10 ans. Donc, voilà. Donc vous investissez, vous mettez 60 unités d'azote, vous mettez pas de P2O5, vous mettez pas de fongicide, vous mettez pas d'insecticide, vous allez vous coucher, surtout plus y aller, parce que vous ferez des conneries, et puis voilà, et puis le rendement, vous en foutez totalement, vous n'avez aucune charge. Donc, avec 60 unités d'azote de charge, ça va, et puis des semences de fer, vous n'allez pas mourir, c'est pas... voilà. Donc là, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir, mais enfin, même sans en arriver à ça, vous pouvez faire 80 quintaux de blé derrière une belle luzerne avec 100 unités d'azote. Voilà, sans fongicide ou très peu, sans insecticide. Et si vous amenez du soufre d'une manière autre, vous mettez plus de P2O5, vous mettez que du soufre. Mais bon, moi je l'emmène sous forme de Super 18, le soufre, ça m'amène un petit peu de P2O5, même si c'est très faible. Voilà, donc on verra ça dans les champs aujourd'hui. Ces systèmes sur couverture vive, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand même, je conseille de plus en plus les gens de passer à ces systèmes-là pour ceux qui le veulent. Après, dans les couverts annuels, vu le problème climatique qu'on a aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir, c'est qu'il va falloir avancer
le semis des couverts d'été. Voilà. Ça supposera donc d'avancer d'un mois, un mois avant la moisson, un mois et demi avant la moisson, hein, et ça suppose d'avoir l'engin qui va permettre quand même de balancer des graines sur la largeur du pulvé, 24 mètres, enfin les lignes de pulvérisateur au moins, pour ne pas abîmer le blé. Donc en général ici, nous c'est 24 mètres, il va falloir quand même avoir quelque chose. Donc vous allez chez Deneville, je crois, demain. Lui, il a trouvé une solution, il a son épandeur d'engrais, un tracteur, l'épandeur d'engrais est très haut. Donc il arrive à balancer sur 24 mètres sans abîmer les cultures. Parce que si vous utilisez votre épandeur d'engrais et que vous mettez de la veste et tout ça à cette hauteur-là, vous coupez tous les épis de blé. Hein. Donc c'est quand même pas le but recherché, c'est de ne pas faire la moisson avec les couverts avant déjà. Voilà, donc c'est soit un DP24, c'est-à-dire une turbine qui envoie de l'air et puis des semences, soit des engins qui vont coûter plus cher, ça existe, avec des gros trucs, qui les envoient sur 20, 25, 30, 24 mètres, même 36 mètres. Ou alors, un épandeur d'engrais, mais il faudra le mettre très haut. Voilà. Donc, si vous faites ça, vous allez semer, pour certaines cultures, un mois avant la récolte. Pour d'autres, ça peut être un mois et demi. Donc, il y a des essais à faire là-dessus. Et pour certaines, je suis sûr qu'on pourrait les mettre peut-être au mois de mai. Voilà. Donc, il faut peut-être refaire, moi, ce qu'on avait fait à une époque, mais peut-être pas bien, c'est de reprendre toutes les plantes qu'on connaît aujourd'hui. On commence à connaître celles qui germent bien en surface. Voilà. Même une févrole germe bien en surface, c'est pourtant une grosse graine. Par contre, par exemple, un pois germe pas en surface. Donc, on connaît quand même ces choses-là et tout, mais enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont qu'à recommencer. Et il faudra s'amuser à prendre des collections de couverts et les balancer en essai, comme ça, un mois et demi avant, un mois avant, et pour certaines, peut-être au mois de mai. Voilà. Il faudra penser aussi, quand on fait ça, à ne pas avoir d'herbicides rémanents, c'est-à-dire que ça condamne certainement les sulfos, etc., qui sont utilisés au printemps. Alors, moi, je ne mets jamais de sulfos au printemps, donc je suis tranquille. Mais ceux qui en mettent encore, il faudra quand même réfléchir à ceux qui n'abîment pas les plantes que vous allez semer derrière. Parce que quelquefois, on dit ça marche pas. Oui, bon, ça marche pas, parce que vous avez un herbicide rémanent qui fait que vous tuez vos plantes, alors vous pouvez faire ça. Donc, il y a ce qu'on a construit, nous, en semi-direct, et je pense qu'il est quand même relativement conséquent, tous les anciens depuis les années Jean-Claude Quillet, 95, moi 2000, et puis d'autres qui sont dans ces années-là, il y a peut-être encore des choses à travailler. Moi, je ne sais pas si j'aurai le courage de les retravailler, bien que je travaille avec mon CETA, et on fait des essais sur ces thèmes-là, etc. Peut-être que d'autres gens pourraient aussi s'y mettre. Et puis travailler un peu. Moi, j'avoue que ça ne m'intéresse pas moi, puisque je travaille sur des couvertures vives, et que c'est confortable pour moi et que ça me suffit. Mais bon. Pour la couverture vive, la luzerne, quand est-ce que tu l'implantes dans la rotation, à quelle dose, et après comment tu la Voilà. J'allais y arriver, mon ami. Voilà. Donc, pour rentrer plus dans le détail dans le système de couverture vive, pour la luzerne, je l'installe dans le colza. Donc, je l'installe dans le colza, début août. Moi, je mets 8-10 kg hectare maximum de luzerne. Je n'exporte pas la luzerne. Pour des éleveurs, par exemple, qui voudraient exporter la luzerne pour les animaux, on peut monter à 20 kg hectare. C'est ce qu'on met en général, une luzerne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fonctions de la luzerne. C'est pas parce que vous allez serrer plus que vous aurez plus de fonctions, plus d'azote et tout, c'est pas vrai. Donc, moi, à 8-10 kg hectare, vous verrez, la densité, elle est bonne. Et ça me suffit parce que je n'exporte pas la biomasse derrière. Voilà. Donc, c'est semé avec le colza début août, le colza à 5 kg et la luzerne à 8 kg en moyenne. Voilà. Bon, les graines de luzerne, moi j'en récolte de temps en temps dans mes systèmes. Autrement, il faut s'arranger pour acheter ça chez des agriculteurs. Voilà. Chez les agriculteurs, ça coûte 2 € le kilo. Si vous achetez ça dans le négoce, c'est plutôt 8-10 €. Donc, à 2 €, à 8 kg, ça vous fait 16 €. Et ça va durer 4 ans au minimum. Donc, ça vous fait 4 € l'hectare à peu près de couvert. Donc, c'est aussi par rapport au couvert annuel, ça peut être un plus. Voilà. Ça suppose quand même, si vous faites ça, de ne pas utiliser des grosses doses d'herbicides dans le colza. Parce qu'une luzerne, elle ne passe pas sur tout. Donc, je sais que par exemple, le Noval
à demi-dose, hein, à 1,2, 1,25, ne tue pas la luzerne. Le Springbok aussi, hein, mais pas à des grosses doses. Et si vous les mélangez, ça cogne un peu plus. Hein. Donc, moi, ça marche bien parce que je ne mets pas d'herbicide antidicote. Donc voilà, elle pousse toute seule, elle n'a aucune contrainte. Hein. Par contre, autrement, il va falloir raisonner quand même les herbicides. On commence à mieux connaître aussi. Hein. Mieux connaître. Donc j'installe ma luzerne dans le colza, je récolte mon colza, et l'été, elle est haute comme ça, en pleine fleur. Hein. Voilà. Ensuite, c'est très simple à manager. Hein. Je mets un petit coup de glyphosate en général pour tuer les graminées qui sont là, hein. C'est pas pour tuer la luzerne, elle s'en fout, hein. Sauf si c'est après floraison, mais autrement, ça, il s'en fout un peu. Donc, vous tuez les quelques graminées qui sont là, vous semez directement là-dedans, la luzerne, et puis après, vous la régulez. Normalement, c'est l'hiver qui la régule. Hein. Si vous voyez qu'elle se développe un peu vite, vous mettez un petit herbicide, type allier ou une hormone quelconque pour la calmer un peu avant l'hiver, etc. Mais en général, c'est pas nécessaire, très peu. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'isopoturon. On utilise des herbicides. Moi, j'utilise sur le blé du défi à 2 litres hectare mélangé avec du fosbury à 0,5. Ça calme la luzerne un peu. Donc vous avez ça quand même un peu en plus. Hein. Donc moi, vous verrez les champs, j'ai rien fait à l'automne en dehors de ça. La luzerne n'est pas passée au-dessus. Hein. Donc, vous n'avez pas beaucoup à vous soucier derrière dans le blé avant l'hiver, où c'est très simple à gérer. Et ensuite, au printemps, quand vous voyez que ça repart, eh bien, j'utilise, en général, vous verrez un peu, j'ai utilisé 0,25 litres de Staran, c'est du fluoroxypyr, donc c'est des doses très faibles. Hein. Ça va calmer la luzerne et après le blé monte dessus. Voilà. Alors quand on manage la luzerne au niveau des herbicides et tout, on manage aussi les mauvaises herbes avec. Hein. Donc les herbicides qu'on met, c'est en fonction de la flore qu'on a en même temps. Hein. Pourquoi j'utilise du Staran par exemple sur la luzerne? Ça calme bien la luzerne à très faible dose et ça fait les gaillets qui nous embêtent au printemps. Donc voilà, vous faites les deux en même temps. À très faible coût, vous avez les deux plantes qui sont massacrées. Hein. Donc, enfin qui sont contrôlées. Hein. Voilà, donc c'est des choses. Les gens qui disent les couvertures vives, c'est très délicat et tout, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ceux qui vous disent aussi, et ça je l'entends souvent, et ça commence à m'énerver, il va falloir plusieurs années avant que le SMI direct puisse se stabiliser, vous aurez plus de chute de rendement, et il va falloir diminuer les intrants au bout de 4-5 ans et tout. C'est faux, totalement. Il faut savoir que vous faites un colza luzerne en année 1, l'année suivante sur le blé, vous allez enlever 60 unités d'azote tout de suite. C'est pas 10 ans après, c'est tout de suite. Et ça, il faut le dire aux agriculteurs, parce que si on vous explique que vous allez changer de technique, que vous allez perdre soi-disant de l'argent les premières années, et que les effets vont se cumuler au bout de 5, 10 ans, et c'est là que vous verrez qui c'est qui peut se permettre ça aujourd'hui. Personne. Voilà. Moi, j'assure, et je le montre partout, hein, parce que j'ai des agriculteurs quand même partout en France qui adoptent ces techniques-là, ils ont un gain de production avec une diminution de charge dès la deuxième année. Et ça, c'est important à dire. Alors, vous n'aurez peut-être pas tous les avantages qu'on a après 20 ans, parce qu'après 20 ans, la microflore s'est spécialisée. Vous avez de plus en plus de ce qu'on appelle les azotobactères, les bactéries libres qui fixent l'azote de l'air, etc. Vous avez une mycorhisation beaucoup plus importante que la première année. Mais une luzerne, quand même, qui fait 1 mètre de haut l'été, le blé derrière, il va profiter de ce qu'elle vous a emmené, c'est sûr. Et vous allez rentrer tout de suite dans moins d'azote et moins de maladies. Parce que quand vous avez une luzerne pendant 1 an et qu'elle est haute comme ça l'été, vous avez moins de maladies derrière. Donc ça, il faut le dire. Moi, j'avoue que je commence à devenir un petit peu agressif vis-à-vis des gens qui vous disent qu'il faut 15 ans pour gagner du fric. C'est faux. C'est parce que ces gens-là ne dominent pas et n'ont pas les bons systèmes de culture. Si vous avez les bons systèmes de culture, vous allez gagner du fric très très rapidement et l'année suivante. Et ça, je veux bien le montrer à n'importe qui chez lui. Hein. Je parie. Parce que j'ai des milliers d'exemples en France qui montrent que j'ai pas tort. Donc voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous rapporter tout de suite de l'argent. Moi j'ai des gens qui sont les seuls hydromorphes du côté de la Brenne, là où il y a les étangs, les trucs comme ça. Je peux vous dire qu'ils ont en très peu de temps enlevé leur hydromorphie, baissé les charges et ils ont du fourrage sous forme de luzerne ou trèfle, etc. pour les animaux l'été. Ils multiplient par 2 leurs revenus en 2-3 ans. Ça vous intéresse pas, ça? Si, ça peut intéresser des paysans. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Hein. On peut gagner
énormément dans les charges et même dans les productions très très rapidement si on a les bons systèmes de culture. Par contre, c'est évident que si vous avez choisi soit les mauvaises plantes, couverts annuels, soit des plantes qui ne poussent pas parce qu'il y a une sécheresse, etc., ben vous n'aurez pas tous ces avantages-là, ça c'est évident, puisqu'elles ne poussent pas. Voilà. Donc le semi-direct ne fonctionnera que si les couverts poussent. Si ils ne poussent pas, arrêtez le semi-direct, faites autre chose, allez à la pêche. Il va falloir que tous les ans, vos couverts poussent. Est-ce que, en avançant la date de semis sur les couverts annuels, vous êtes sûr de ça? Oui, non. Si c'est non, passez aux couvertures vives, vous n'avez plus le choix. Voilà. Parce que le semi-direct ne fonctionnera pas bien si les couverts ne fonctionnent pas bien. Moi, je pense quand même que si vous semez un mois et demi avant la moisson, vous aurez des couverts annuels qui seront costauds l'été. Voilà. Maintenant, à vous de le faire. Que les paysans le fassent chez eux, etc., en fonction de leurs conditions. Et puis, ils verront bien. Hein, ils verront bien. Faites-le en essai, dans un premier temps. Puis, vous regarderez qu'est-ce qui marche, quelle plante il faut mettre, à quelle date, quels sont les herbicides qu'il ne faut pas mettre avant. Il faut regarder ça. Et puis, qu'est-ce qui fait une grosse biomasse et qui marche bien et qui ensuite a des conséquences sur la culture qui suit. Parce que ça ne suffit pas de dire j'ai une belle biomasse. Est-ce qu'elle pousse bien derrière, hein? Est-ce que les plantes poussent bien? Qu'est-ce que j'ai gagné, hein? Voilà. Donc on arrive très vite à une agriculture beaucoup plus performante que l'agriculture conventionnelle. Souvent, ce que font les agriculteurs, moi je le vois un peu dans les agriculteurs que je suis un peu partout, ils se rassurent en mettant un peu plus que ce que la nature leur demande dans le système. J'arrive chez des agriculteurs, je leur dis alors, t'as mis combien d'unités d'azote là? Alors ils répondent pas tout de suite, ils disent ouais, je dis t'es à 100 unités, 120, ils montent un peu. Ils se rassurent en disant si je mets 140, ça sera mieux. Il faut savoir qu'à partir de 150 unités d'azote, vous abîmez la luzerne qui est dedans. Donc évitez de monter les doses d'azote, parce que là vous êtes en train d'abîmer le système qui vous rapporte de l'argent. Donc voilà, restez à des doses très faibles. Ensuite, au niveau des fongicides, je lui dis alors, t'as squeezé les fongicides cette année? Non. Je dis, qu'est-ce que t'avais? Il dit, j'avais un peu de septoriose, etc. Je dis, qu'est-ce que t'as mis? T'as mis une demi-dose d'un fongicide quand tu les as vus? J'en ai mis 2. Avec des doses faibles, un peu plus. Voilà. Il faut quand même savoir que quand vous mettez des fongicides, ça peut abîmer les champignons du sol aussi. Hein. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en l'air que ça peut abîmer. Donc, évitez dans cette agriculture-là de mettre trop de fongicides. Vous êtes en train d'abîmer le système. Voilà. Donc, si on résume, si vous voulez que ce semi-direct fonctionne très bien, il ne fonctionnera très bien qu'à très bas niveau d'intrants. Dès que vous allez monter, que ce soit de l'engrais, des doses d'engrais, si vous mettez beaucoup de phosphore, vous savez, les mycorhizes, vous les rendez un peu flemmardes aussi. Hein. Donc, si vous augmentez les doses de fongicides et tout ça, vous allez abîmer le système. Voilà. Donc, restez à des niveaux, ceux qui sont les miens. Hein. C'est 100 unités d'azote derrière une luzerne, c'est du P2O5 ou pas pour amener le soufre, hein. C'est très très peu de fongicides, pas d'insecticides, ce système il va tourner tout seul. Là vous abîmez rien du tout. La microflore va fonctionner parfaitement, hein, avec toutes les fonctions qui vont avec. Voilà, donc si on arrive à ça, aujourd'hui, et c'est un petit peu ce que je dis aussi quand je fais des formations, le plus important, et c'est ce à quoi je suis arrivé, c'est ne plus être angoissé par les niveaux de rendement et les prix. Voilà. Ça veut dire que quel que soit le rendement que vous allez faire, quel que soit le prix de vente de vos produits, vous avez des charges tellement faibles que vous aurez toujours un revenu. Et ça, c'est confortable, parce que ça vous permet de dormir bien. Quand on est tous les 4 matins pour regarder si ça monte, si ça descend, et là, il y a une sécheresse en ce moment qui peut quand même condamner, si ça dure encore, ils n'annoncent pas de pluie là encore, hein, si ça dure encore 15 jours, 3 semaines, les blés qui sont peut-être beaux aujourd'hui, vous allez voir un peu, ça va commencer, il n'a pas plu depuis un mois hein, quand même, on est dans une phase où les besoins en eau vont devenir importants. Eh bien là les gars vont déprimer. Moi je ne serai pas content, mais ça ne va pas me faire déprimer du tout, parce que si j'ai un rendement même très moyen, je vais encore gagner ma vie. Voilà. Donc ça, c'est quand même c'est important. Donc la recherche dans ces techniques-là, c'est pas la recherche du rendement. C'est pas ça. Alors maintenant, on peut rouler des mécaniques parce qu'on fait 95 quintaux et la moyenne de Champagne-Berrichonne c'est 65. À rigoler, c'est pas 95. Hein. Donc voilà. Mais le plus important, c'est d'arriver à un système où vous avez des charges extrêmement faibles. Voilà.
Donc au niveau des charges, vous avez les charges opérationnelles, on en a un petit peu parlé, mais là où vous pouvez encore peut-être plus gagner par rapport à l'agriculture conventionnelle, c'est sur les charges de structure. Parce que qu'est-ce qui coûte cher dans les charges de structure d'une exploitation comme la nôtre, comme la mienne, c'est le matériel et la main-d'œuvre. Le reste, après, il y a de l'électricité, il y a des assurances, il y a des trucs. Bon, enfin bon, c'est pas ça qui est là. Quand vous enlevez main-d'œuvre et beaucoup de frais de matériel, vous allez enlever quand même une grosse partie de la note des charges de structure. Or, main-d'œuvre, dans une exploitation de 200 hectares en semi-direct, il faut vraiment être flemmard pour avoir besoin d'un ouvrier, parce que ça ne va pas vous occuper toute l'année quand même. Donc la main-d'œuvre, vous pouvez prendre des gens ponctuellement. Bon, moi, je ne fais plus ma moisson, je prends un prestataire et tout. Avant, qu'est-ce que je faisais? Quand je faisais ma moisson, je prenais un ou deux gars pour les 10-15 jours de moisson, et puis le reste du temps, je faisais le boulot moi-même. Voilà. Donc main-d'œuvre, normalement, on doit pouvoir se passer totalement de main-d'œuvre dans cette agriculture-là. Sur des fermes qui font 200, 250, même 300 hectares, vous le faites tout seul, ça ne pose pas de problème. Voilà. Et ensuite, au niveau matériel, moi je pense que pour un jeune qui s'installerait en semi-direct pour de l'agriculture pendant toute sa vie, il aurait besoin de 2 tracteurs dans sa vie, à peu près. C'est d'ailleurs un peu ce qu'ils ont au sud du Brésil, dans les fermes équivalentes, ils font 2 tracteurs dans leur vie. Voilà, bon, nous dans nos fermes, on a tout de suite 3 tracteurs, etc. Moi, les horaires des 3 tracteurs toute l'année cumulés, c'est 300 heures. Donc si vous en avez un, il va faire 300 heures, c'est-à-dire qu'il fait une vidange par an. Voilà. Donc vous n'avez plus de frais d'acheter des tracteurs tous les 4 matins parce qu'ils sont usés et tout ça. Là, ils travaillent dans des bonnes conditions, vos tracteurs. Ils roulent sur un sol qui n'est jamais trop humide, ils roulent jamais dans la boue, et ils ne tirent pas de charrues, de trucs comme ça. Ils tirent que des semoirs ou des épandeurs d'engrais ou des trucs comme ça. Donc ils peinent jamais. Ils peinent jamais. Donc votre tracteur, il ne va pas s'user. Vous pouvez avoir qu'un tracteur si vous avez le courage de changer le matériel, parce que souvent on en a 2, parce que moi j'en ai un qui reste sur le pulvérisateur, et puis l'autre qui fait le reste. Donc voilà. Mais autrement, vous pourriez dételer et puis le mettre sur l'épandeur d'engrais. Si vous êtes plus courageux que moi, ça serait possible sans gros efforts. Voilà. Et puis après, usure de matériel. Enfin, ensuite, vous avez pulvérisateur classique, mais avec le peu de traitement qu'on fait, épandeur d'engrais classique, c'est pareil, il ne va pas s'user. Moi, si vous voulez, pour vous donner une idée, mon matériel, c'est quoi? Pulvérisateur, il a plus de 25 ans. Épandeur d'engrais, la même chose. Et le tracteur, le moins ancien, il doit avoir 15 ans, quoi. Voilà. Et ça tourne très bien. Et les seuls frais que j'ai de matériel, le plus gros truc que j'ai eu depuis 20 ans, j'ai changé toutes les pièces d'usure de mon semoir, qui est un Sémiat. Voilà. Ça m'a coûté 6 000 € pièces et main-d'œuvre parce que je n'ai pas voulu faire moi-même. Voilà. Donc ça a été le gros investissement depuis 20 ans. Donc 6 000 divisé par 20, ça va encore, quoi. Vous n'êtes pas. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Ça veut dire que vous avez des charges opérationnelles qui vont diminuer. Mais pour celui qui veut gérer ça correctement, matériel, main-d'œuvre, vous avez plus ces frais-là. Donc quand vous faites le calcul des 2 charges, là vous allez diminuer très très sérieusement. Très sérieusement. Ce qui fait que le rendement et le prix de vente n'a plus énormément d'importance. Ça a aussi un avantage. C'est que souvent les gens raisonnent les cultures. Par exemple, moi j'ai souvent entendu dire à des jeunes paysans qui viennent chez moi, dire mais vous faites encore des pois, les pois ça rapporte rien. Si, ça rapporte. Quand vous n'avez pas de charge, ça rapporte les pois. Beaucoup même. Moi je fais en général 40 quintaux en pois, ça se vend en moyenne depuis 5 ans autour de 200 € la tonne, 40 ça fait 800, j'ai 100 € de charge de opérationnel, ça me fait 700, et vous avez une subvention de 100-150. Ça fait 850 de bénéfices de charge de production. Vous savez, ça va, vous n'allez pas mourir. Ensuite, moi je fais rentrer des sorgho, on en reparlera sur le terrain, pour rallonger encore mes rotations. Bon, les gens disent, tu fais les sorgho ça va faire 50, 60 quintaux en sec, comme ça, dans ces sols-là, et puis ça se vend à 140 € la tonne, donc il vaut mieux faire un blé. Non, ça va, si vous avez 120, 150 € de charge, ça va. Et l'avantage, c'est qu'il ne faut pas le raisonner sur la culture, c'est tous les avantages de la rotation.
quand vous faites, on en reparlera sur le terrain, je fais sorgho, pois de printemps, colza, luzerne, 3 années de blé, et ensuite je recommence. D'affilée les 3 blés? Ouais. Voilà. Ce qui me chasse, c'est l'enherbement, parce que moi je ne veux pas forcer sur les herbicides. Donc je ne mets jamais d'herbicides, graminicides au printemps sur mes blés, parce que ça cogne énormément, vous verrez dans les champs là. Derrière, quand vous cognez, vous avez des maladies, donc vous rentrez dans le système de la chimie. Donc moi, j'ai un objectif, je ne mets jamais de sulfo graminicide au printemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que je vois des plantes qui peuvent m'embêter au printemps, je change ma rotation, je change de culture, tout de suite. Voilà. En général, j'arrive à tenir 3 ans de blé sans mettre de graminicide au printemps. Après, je tue ma luzerne et je recommence le cycle. Voilà. Eh bien, quand vous avez sorgho qui se sème au 15 mai, pois de printemps qui se sème en février, colza, luzerne dans lequel je ne mets pas d'herbicide et qui se sème début août et qui fait de l'effet parapluie, des graminées derrière, je peux vous dire, pendant 3-4 ans, vous n'avez plus rien, ou très peu. Voilà. Il y a une donnée qui change un petit peu par rapport aux premières années ici, c'est qu'il y a un contrôle beaucoup moins bon aujourd'hui des mauvaises herbes chez mes voisins, en particulier vulpin, raies-gras, beaucoup de résistance. Et malheureusement, un domaine comme le mien n'est pas isolé. C'est pas moi qui ai créé les résistances, j'ai jamais mis de sulfo au printemps, donc on ne peut pas m'accuser de ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un domaine n'est pas isolé. Donc vous avez des oiseaux, vous avez des chevreuils, moi j'ai 40 chevreuils tous les ans, j'ai des cervidés, j'ai des sangliers, ils m'amènent ça partout. Et je commence à avoir des plantes comme les vulpins et tout ça qui sont résistantes à beaucoup de produits. Ce qui m'a obligé à monter un petit peu les doses à l'automne des produits que je mettais. Mais jamais au printemps. Je ne mets jamais rien au printemps. Voilà. Autrement, je change tout de suite la rotation. Voilà. Donc si vous faites ça, dans ces rotations-là qui ont été encore rallongées et tout, vous n'aurez pas de problème de mauvaises herbes. Et si vous n'avez pas de problème de mauvaises herbes, vous n'allez pas cogner les cultures, parce que je vais vous montrer ce que c'est que de cogner les cultures chez les voisins. Et puis là, vous avez une biologie qui fonctionne bien, vous avez l'ensemble du système qui va bien fonctionner, vous tournez à bas niveau d'intrants, et dans ces conditions-là, vous avez une vie biologique qui fonctionne très bien et qui vous apporte tous les avantages liés à cette présence de champignons, de bactéries, de vers de terre, etc., que vous n'avez pas abîmés pendant toute l'année. Voilà. Est-ce que tu mets d'amortisseur sur tes blés quand même? Jamais. Il faut savoir qu'en semi-direct, les plantes sont plus costauds. Voilà. C'est dans toutes les plantes. Dans toutes les plantes. Ce qui est impressionnant, c'est quand tu vas au Brésil sur le cotonnier, par exemple. Tu as l'impression que les mecs ont mis une barre de coupe au-dessus du cotonnier en semi-direct. Tu vois, sur le labour, ça danse, comme toutes les cultures d'ailleurs. Et bien tu regardes sur le semi-direct, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il l'a coupé, c'est affreux. C'est complètement quoi. Voilà. Donc le développement de la plante n'est pas du tout le même en semi-direct. Il n'est absolument pas nécessaire de mettre des régulateurs en semi-direct, sauf, comme ils l'ont fait au Brésil sur le cotonnier, pour augmenter le rendement. Mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir au fait qu'il peut y avoir de la verse ou des trucs comme ça. C'est des techniques pour obliger la plante à faire un peu plus de capsules et augmenter le rendement. Donc ça n'a rien à voir avec le... Voilà. Mais en semi-direct, vous passez totalement de tous ces trucs-là. Donc si tu résumes au niveau des intrants, il faut très très peu de choses pour manager un système en semi-direct, si tu as le bon système de culture, et que tu le manages bien, quand même. Voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas arriver avec 2 mois de retard, il faut quand même avoir encore un peu les yeux pour manager. Mais à la limite, est-ce que ce n'est pas le boulot d'un agriculteur d'aller dans ses champs et d'observer? C'est normalement... on disait que l'agronomie c'était la science de l'observation, et c'est vrai aussi pour l'agriculture. Voilà. Donc bon, voilà un petit peu. Bon, on a parlé un peu des doses d'herbicides, de fongicides, etc., même si on n'a pas tout détaillé. Il faut savoir que ces doses que j'utilise, qui sont en général extrêmement faibles, ça suppose quand même des conditions de pulvérisation optimales. Optimal, c'est quoi? Pour la plupart des herbicides foliaires, des fongicides, etc., c'est quand même une très forte humidité le matin, travailler à bas volume de bouillie. Moi, je travaille à 40 litres hectares. Ça suppose aussi qu'il n'y ait pas de vent du tout. À 40 litres, autrement, vous allez avoir des dérives quand même. Ces conditions-là, en général, forte humidité, très peu de vent, on les trouve le matin très tôt. Voilà.
Il faut savoir aussi que quelquefois, on a par exemple, nous, de l'eau assez basique, ici, supérieure à 7 de pH et tout. Beaucoup de produits sont plutôt très efficaces à des pH un peu inférieurs. Donc on joue sur ce qu'on appelle la dureté de l'eau. Donc on acidifie la bouillie par des produits acidifiants. Avec le glyphosate, on met souvent par exemple du sulfate d'ammoniac, qui est sous forme liquide. On met 2% à peu près de sulfate d'ammoniac, etc. Il peut y avoir d'autres produits. Moi j'utilisais ce qu'on appelle du X-change, qu'on met à des doses relativement faibles. Sulfate d'ammoniac, ça fait tout de suite des volumes. Le X-change est plus concentré, donc tu mets quelques litres et puis ça suffit pour acidifier les trucs. Ensuite, on rajoute des produits qui peuvent être qui permettent ce qu'on appelle des mouillants, qui permettent d'étaler sur les feuilles, etc., pour que l'acception soit meilleure et tout. Moi, je travaille par exemple avec du Silhouette à très très faible dose. Mais alors c'est du 0,01%, c'est des quantités, tu achètes 5 litres en début d'année, ça te fait toute l'année, enfin pour ce que je fais, etc. Mais ce n'est pas des choses négligeables du tout. Ça veut dire que si vous voulez utiliser peu de produits, c'est le cas dans cette agriculture-là, pour polluer le moins possible le système, ça suppose quand même d'avoir des conditions de pulvérisation qui soient très très bonnes. Parce que entre quelqu'un qui va traiter à 40 litres hectare le matin à 80-85% d'humidité en mettant tous les produits qui permettent une efficacité très forte et une absorption très bonne, etc., et celui qui va traiter à 100-150 litres à midi sous le soleil, je crois que vous pouvez multiplier par 4 ou 5 la dose pour avoir la même efficacité à midi. Donc, quand on le sait, et c'est quand même des choses un peu connues aujourd'hui, évitons d'utiliser des doses importantes parce qu'on fait un peu n'importe quoi au niveau des horaires et puis du volume de bouillie et puis de ce qu'il faut, quoi. Donc c'est tellement facile à appliquer des choses comme ça que c'est complètement idiot de se passer de ces choses-là. Ça suppose, c'est vrai, de se lever le matin plus tôt. Moi, ce que je fais, parce que le matin je suis un peu un zombie, je prépare tout la veille, tout est prêt, parce qu'autrement je peux me tromper quand je prends les bidons, ça peut arriver. Donc tout est prêt, c'est dans la voiture, il y a tout ce qu'il faut. Mon pulvérisateur souvent est sorti, les rincés, enfin il y a tout. J'ai juste à remplir, à mettre les produits qui sont prêts et à y aller. Voilà. Alors après, il y a quelquefois un ordre pour mettre les produits dans le pulvérisateur. Voilà, par exemple, ce qu'on préconise, vous allez mettre les produits qui acidifient, par exemple, en premier. Ensuite, vous allez mettre les produits solides, ensuite les produits liquides. À la fin, vous allez mettre les mouillants, les trucs comme ça, etc. À bas volume, utilisez aussi des anti-mousses, c'est-à-dire qui évite qu'il y ait un peu de mousse à la fin qui risque de gêner la pulvérisation. 40 litres dans un pulvérisateur, ça fait pas beaucoup à la fin, ça fait 1 hectare quand même. Donc il faut absolument qu'il n'y ait aucune mousse dans le pulvérisateur qui puisse gêner la pulvérisation quand vous arrivez à la fin, etc. Donc bon, mais c'est très simple à faire, très simple à faire. Quand on connaît toute la procédure, faisons-le, ça vous permet de diminuer énormément les doses des produits utilisés, et puis à la limite, le matin quand vous vous levez, c'est joli. Quand il y a un petit soleil, où il y a les animaux qui combattent dans la campagne, c'est aussi sympa qu'à midi. Voilà. Et puis on voit que la nature est en train de se réveiller, c'est un côté sympa. Voilà. Donc il ne faut pas se priver de ces choses-là. Voilà. C'est trop important. Et vous allez travailler aujourd'hui, on met quelques fois plus, mais vous mettez dans les conditions exceptionnelles du glyphosate à 0,5 litres, vous allez tuer des raies gras pérennes. Vous allez les tuer. Dans les très, très bonnes conditions, vous allez les tuer. Si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, vous allez monter à 2 litres, vous n'êtes pas sûr de les avoir, quoi. Donc c'est ça la proportion, c'est ça. Donc quand on est dans des conditions exceptionnelles, les doses peuvent être très très faibles. On n'ose pas, parce qu'on se dit, si c'est un peu limite, on va sécuriser un petit peu. Donc on va mettre à 1 litre, à la 1 litre, vous êtes sûr que ça va tout nettoyer. Voilà. Il faut savoir quand même que même pour des gens qui travaillent le sol, je connais beaucoup d'agriculteurs en particulier autour de chez moi, qui travaillent à 3 litres de glyphosate à hectare. Voilà. Alors c'est pour ça que la législation pour le glyphosate, moi je comprends un peu qu'il y ait certaines réactions, mais il ne faut pas supprimer
le glyphosate pour des gens comme nous à 1 litre hectare une fois par an, il faudrait peut-être limiter les doses pour des gens qui travaillent le sol après et qui mettent 3 litres. Ça, oui. Parce que si c'est pour labourer après, vous n'avez pas besoin forcément de doses de glyphosate. Et si c'est le cas, mettez des doses très faibles. Parce que vous avez en plus le travail du sol derrière qui va finir ce qu'a commencé le glyphosate. Souvent les paysans utilisent ça en conventionnel quand ils travaillent le sol. Pourquoi ? C'est pour limiter le développement des mauvaises herbes avant de travailler le sol. Ça évite un passage, etc. Ça, c'est pas forcément idiot. Mais mettez-le à 0,5, 0,6 litres, ça suffira. Vous calmez la végétation, de toute façon, après, vous nettoyez tout par un travail du sol. Donc, pas besoin de monter les doses. Hein. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait jouer. Au niveau de la législation, aussi, il y aura une évolution pour le glyphosate. C'est de dire, on limite la quantité de glyphosate par hectare et par an à temps. Et puis voilà. Hein. Ça serait déjà plus intelligent que de vouloir supprimer de manière dogmatique le produit. Et ça serait quand même, qui serait à la disparition du glyphosate. Moi, j'avoue que je serais quand même très gêné au niveau de la gestion du semi-direct aujourd'hui si j'avais plus de glyphosate. Hein. Gêné. Voilà. On n'a pas les produits qui pourraient remplacer. Faire la connerie, parce que les paysans risquent de le faire, c'est d'utiliser par exemple des graminicides que vous utilisez sur les cultures pour tuer avant le semis des trucs, parce que ça va être le réflexe de beaucoup d'agriculteurs. Dangereux. Parce qu'on crée déjà des résistances à utiliser les mêmes herbicides, mais si vous les utilisez avant le semis et après le semis, là, vous allez créer des résistances beaucoup plus rapidement. Donc, laissez-nous ce litre de glyphosate par hectare et par an. Est-ce qu'on est des gros pollueurs? Est-ce qu'on va mourir pour ça et tout? C'est pas sûr. Hein. Et qu'on aille vérifier au champ si vraiment on pollue beaucoup et si on pollue les grains, etc., etc. Ce qui est extraordinaire dans la polémique autour du glyphosate, et on arrêtera là, c'est qu'on va nous interdire d'utiliser 1 litre de glyphosate avant le semis des cultures et qu'on importe des OGM Roundup Ready en quantité, sans aucune vérification, qui sont traités jusqu'à 10 fois de glyphosate dans l'année, quoi. Donc, où est la logique là-dedans, quoi ? Où est la logique ? La logique, ça serait peut-être de dire, on va vérifier chez les gens qui utilisent depuis longtemps le glyphosate à faible dose chez eux, en particulier pour ceux qui sont en semi-direct, parce que c'est nécessaire, s'ils ont pollué leur sol et s'ils polluent les grains. Ça serait intelligent comme démarche, beaucoup plus intelligent. Voilà, maintenant, on irait analyser ce qui se passe chez M. Charpentier au niveau des reliquats de glyphosate dans les grains, soi-disant, et éventuellement dans les nappes ou ailleurs s'ils veulent le faire, et on va analyser tout ce qu'on importe pour savoir ce qu'il y a dans les grains. Voilà, ça serait des raisonnements de recherche, c'est-à-dire pragmatiques, en disant, vous voulez pas, on veut pas que les Français mangent des produits où il peut y avoir des traces de glyphosate, on va analyser ce qu'on importe et ce qu'on produit. Ça serait des raisonnements intelligents. Tout le reste, c'est de la politique de bas niveau, c'est d'écologie mal comprise, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Mais voilà, on ne va pas en parler plus, parce que cette polémique sur le glyphosate, ça occupe beaucoup de monde, mais il faudrait rester un peu dans les clous, quoi. Est-ce qu'on est vraiment des pollueurs de sol, de nappes et de grains quand on utilise 1 litre de glyphosate par hectare et par an avant le semis? Voilà. Est-ce que le glyphosate que je mets au mois d'octobre avant de faire un blé va polluer les grains de mon blé que je récolte au mois de juillet? On pourrait le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est de le faire et d'analyser. Voilà. Mais dans le même temps, j'aimerais bien qu'on analyse tout ce qu'on importe. Parce qu'on se rendrait peut-être compte que cette pollution au glyphosate dans les grains, c'est-à-dire que les gens en mangent, et qu'on retrouve soi-disant dans les urines, vient peut-être plus de l'extérieur que de la France elle-même. Donc ça, il faudrait peut-être le savoir. Voilà, on dira rien de plus sur le glyphosate. Voilà, mais bon, pour retenir ce qu'on a dit rapidement, les conditions de pulvérisation sont extrêmement importantes et sont, à mon avis, totalement nécessaires pour des gens qui veulent travailler à très bas niveau d'intrants. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas se permettre, dans cette agriculture-là, où on essaie de baisser le maximum pour justement ne pas trop polluer, etc. et tout, on ne peut pas se permettre de traiter à midi à 158 hectares. C'est d'une aberration totale par rapport à la philosophie même de cette agriculture et des objectifs qu'on se fixe. C'est complètement aberrant. Donc, à la limite, vous passez en semi-direct, passez au bas volume et pulvérisez dans des conditions optimales. Voilà, c'est tout. Autrement, vous n'êtes pas dans les clous du tout par rapport à ce que vous dites que vous êtes en train de faire.
Voilà. Donc ça reste théorique, mais pas très pratique, votre histoire. Voilà.